Chapitre 8. Grand titre. Émancipation de l'âme. Ce chapitre regroupe 8 sous-titres. Le sommeil et les rêves. Visite spirite entre personnes vivantes. Transmission occulte de la pensée. Léthargie, catalepsie, mort apparente. Somnambulisme. Extase. Seconde vue. Résumé théorique du somnambulisme, de l'extase et de la seconde vue. Premier titre. Le sommeil et les rêves. Repère 400. Question. L'esprit incarné demeure-t-il volontiers sous son enveloppe corporelle? Réponse. C'est comme si tu demandais si le prisonnier se plaît sous les verrous. L'esprit incarné aspire sans cesse à la délivrance, et plus l'enveloppe est grossière, plus il désire en être débarrassé. Repère 401. Question. Pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps? Réponse. Non. L'esprit n'est jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés, et le corps n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace, et entre en relation plus directe avec les autres esprits. Repère 402. Question. Comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil? Réponse. Par les rêves. Crois bien que lorsque le corps repose, l'esprit a plus de facultés que dans la veille. Il a le souvenir du passé et quelquefois prévision de l'avenir. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits, soit dans ce monde, soit dans un autre. Souvent tu dis « j'ai fait un rêve bizarre, un rêve affreux, mais qui n'a aucune vraisemblance ». Tu te trompes. C'est souvent un souvenir des lieux et des choses que tu as vues ou que tu verras dans une autre existence ou à un autre moment. Le corps étant engourdi, l'esprit tâche de briser sa chaîne en cherchant dans le passé ou dans l'avenir. Pauvres hommes, que vous connaissez peu les phénomènes les plus ordinaires de la vie. Vous croyez être bien savants et les choses les plus vulgaires vous embarrassent. À cette question de tous les enfants, qu'est-ce que nous faisons quand nous dormons? Qu'est-ce que c'est que le rêve? Vous restez interdit. Le sommeil délivre en partie l'âme du corps. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où l'on se trouve, d'une manière fixe après la mort. Les esprits, qui sont tôt dégagés de la matière à leur mort, ont eu des sommeils intelligents. Ceux-là, quand ils dorment, rejoignent la société des autres êtres supérieurs à eux. Ils voyagent, causent et s'instruisent avec eux. Ils travaillent même à des ouvrages qu'ils trouvent tout à fait en mourant. Ceci doit vous apprendre une fois de plus à ne pas craindre la mort, puisque vous mourrez tous les jours selon la parole d'un saint. Voilà pour les esprits élevés, mais pour la masse des hommes qui, à la mort, doivent rester de longues heures dans ce trouble, dans cette incertitude dont ils vous ont parlé, ceux-là vont soit dans des mondes inférieurs à la terre, où d'anciennes affections les rappellent, soit chercher des plaisirs peut-être encore plus bas que ceux qu'ils ont ici. Ils vont puiser des doctrines encore plus viles, plus ignobles, plus nuisibles que celles qu'ils professent au milieu de vous. Et ce qui engendre la sympathie sur la terre n'est pas autre chose que ce fait qu'on se sent, au réveil, rapproché par le cœur de ceux avec qui on vient de passer 8 à 9 heures de bonheur ou de plaisir. Ce qui explique aussi ces antipathies invincibles, c'est qu'on sait au fond de son cœur que ces gens-là ont une autre conscience que la nôtre, parce qu'on les connaît sans les avoir jamais vus avec les yeux. C'est encore ce qui explique l'indifférence, puisqu'on ne tient pas à faire de nouveaux amis, lorsqu'on sait qu'on en a d'autres qui nous aiment et nous chérissent. En un mot, le sommeil influe plus que vous ne pensez sur votre vie. Par l'effet du sommeil, les esprits incarnés sont toujours en rapport avec le monde des esprits, et c'est ce qui fait que les esprits supérieurs consentent, sans trop de répulsion, à s'incarner parmi vous. Dieu a voulu que pendant leur contact avec le vice, ils puissent aller se retremper à la source du bien, pour ne pas faillir eux-mêmes, eux qui venaient instruire les autres. Le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers leurs amis du ciel. C'est la récréation après le travail, en attendant la grande délivrance, la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu. Le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. Puis remarquez que vous ne rêvez pas toujours,
parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez vu. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement. Ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre rentrée, auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce qui vous préoccupe dans l'état de veille. Sans cela, comment expliqueriez-vous ces rêves absurdes que font les plus savants comme les plus simples? Les mauvais esprits se servent aussi des rêves pour tourmenter les âmes faibles et pusillanimes. Au reste, vous verrez dans peu se développer une autre espèce de rêve. Elle est aussi ancienne que celle que vous connaissez, mais vous l'ignorez. Le rêve de Jeanne, le rêve de Jacob, le rêve des prophètes juifs et de quelques devins indiens. Ce rêve-là est le souvenir de l'âme entièrement dégagée du corps, le souvenir de cette seconde vie dont je vous parlais tout à l'heure. Cherchez bien à distinguer ces deux sortes de rêves dans ceux dont vous vous souviendrez. Sans cela, vous tomberiez dans des contradictions et dans des erreurs qui seraient funestes à votre foi. Commentaire. Les rêves sont le produit de l'émancipation de l'âme rendue plus indépendante par la suspension de la vie active et de la relation. De là, une sorte de clairvoyance indéfinie qui s'étend aux lieux les plus éloignés ou que l'on n'a jamais vus, et quelquefois même à d'autres mondes. De là encore, le souvenir qui retrace à la mémoire les événements accomplis dans l'existence présente ou dans les existences antérieures. L'étrangeté des images de ce qui se passe ou s'est passé dans des mondes inconnus, entremêlés des choses du monde actuel, forme ces ensembles bizarres et confus qui semblent n'avoir ni sens ni liaison. L'incohérence des rêves s'explique encore par les lacunes que produit le souvenir incomplet de ce qui nous est apparu en songe. Tel serait un récit dont on aurait tronqué au hasard des phrases ou des parties de phrases. Les fragments qui resteraient, étant réunis, perdraient toute signification raisonnable. Repère 403. Question. Pourquoi ne se rappelle-t-on pas toujours les rêves? Réponse. Dans ce que tu appelles le sommeil, ce n'est que le repos du corps, car l'esprit est toujours en mouvement. Là, il recouvre un peu de sa liberté, et correspond avec ceux qui lui sont chers, soit dans ce monde, soit dans d'autres. Mais comme le corps est une matière lourde et grossière, il conserve difficilement les impressions qu'a reçues l'esprit, parce que l'esprit ne les a pas perçues par les organes du corps. Repère 404. Question. Que penser de la signification attribuée aux rêves? Réponse. Les rêves ne sont point vrais comme l'entendent les diseurs de bonne aventure, car il est absurde de croire que rêver de telle chose annonce telle ou telle chose. Ils sont vrais en ce sens qu'ils présentent des images réelles pour l'esprit, mais qui souvent n'ont pas de rapport avec ce qui se passe dans la vie corporelle. Souvent aussi, comme nous l'avons dit, c'est un souvenir. Ce peut être enfin quelquefois un pressentiment de l'avenir, si Dieu le permet, ou la vue de ce qui se passe à ce moment dans un autre lieu où l'âme se transporte. N'avez-vous pas de nombreux exemples que des personnes apparaissent en songe et viennent avertir leurs parents ou leurs amis de ce qui leur arrive? Qu'est-ce que c'est que ces apparitions, sinon l'âme ou l'esprit de ces personnes qui vient communiquer avec le vôtre? Quand vous acquérez la certitude que ce que vous avez vu a réellement eu lieu, n'est-ce pas une preuve que l'imagination n'y est pour rien, si surtout cette chose n'était nullement dans votre pensée pendant la veille? Repère 405. Question. On voit souvent en rêve des choses qui semblent des pressentiments et qui ne s'accomplissent pas. D'où cela vient-il? Réponse. Elles peuvent s'accomplir pour l'esprit, sinon pour le corps, c'est-à-dire que l'esprit voit la chose qu'il désire parce qu'il va la trouver. Il ne faut pas oublier que, pendant le sommeil, l'âme est toujours plus ou moins sous l'influence de la matière et que, par conséquent, elle ne s'affranchit jamais complètement des idées terrestres. Il en résulte que les préoccupations de la veille peuvent donner à ce que l'on voit apparaître de ce que l'on désire et de ce que l'on craint. C'est là véritablement ce que l'on peut appeler un effet de l'imagination. Lorsqu'on est fortement préoccupé d'une idée, on y rattache tout ce que l'on voit.
Repère 406. Question. Lorsque nous voyons en rêve des personnes vivantes, que nous connaissons parfaitement, accomplir des actes auxquels elles ne songent nullement, n'est-ce pas un effet de pure imagination? Réponse. Auxquels elles ne songent nullement. Qu'en sais-tu? Leur esprit peut venir visiter le tien, comme le tien peut visiter le leur, si tu ne sais pas toujours à quoi ils pensent. Et puis souvent aussi, vous appliquez à des personnes que vous connaissez, et selon vos désirs, ce qui s'est passé ou se passe dans d'autres existences. Repère 407. Question. Le sommeil complet est-il nécessaire pour l'émancipation de l'esprit? Réponse. Non, l'esprit recouvre sa liberté quand les sens s'engourdissent. Il profite pour s'émanciper de tous les instants de répit que lui laisse le corps. Dès qu'il y a prostration des forces vitales, l'esprit se dégage, et plus le corps est faible, plus l'esprit est libre. Commentaire. C'est ainsi que le demi-sommeil ou un simple engourdissement des sens présente souvent les mêmes images que le rêve. Repère 408. Question. Il nous semble quelquefois entendre en nous-mêmes des mots prononcés distinctement et qui n'ont aucun rapport avec ce qui nous préoccupe. D'où cela vient-il? Réponse. Oui, et même des phrases tout entières, surtout quand les sens commencent à s'engourdir. C'est quelquefois un faible écho d'un esprit qui veut communiquer avec toi. Repère 409. Question. Souvent, dans un état qui n'est pas encore le demi-sommeil, lorsque nous avons les yeux fermés, nous voyons des images distinctes, des figures dont nous saisissons les plus minutieux détails. Est-ce un effet de vision ou d'imagination? Réponse. Le corps étant engourdi, l'esprit cherche à briser sa chaîne. Il se transporte et voit, si le sommeil était complet, ce serait un rêve. Repère 410. Question. On a quelquefois pendant le sommeil ou le demi-sommeil des idées qui semblent très bonnes et qui, malgré les efforts que l'on fait pour se les rappeler, s'effacent de la mémoire. D'où viennent ces idées? Réponse. Elles sont le résultat de la liberté de l'esprit qui s'émancipe et jouit de plus de facultés pendant ce moment. Ce sont souvent aussi des conseils que donnent d'autres esprits. Question. À quoi servent ces idées et ces conseils puisqu'on en perd le souvenir et qu'on ne peut en profiter? Réponse. Ces idées appartiennent quelquefois plus au monde des esprits qu'au monde corporel, mais le plus souvent, si le corps oublie, l'esprit ne se souvient. Et l'idée revient au moment nécessaire comme une inspiration du moment. Repère 411. Question. L'esprit incarné, dans les moments où il est dégagé de la matière et agit comme esprit, sait-il l'époque de sa mort? Réponse. Souvent il la pressent. Quelquefois il en a la conscience très nette, et c'est ce qui, dans l'état de veille, lui en donne l'intuition. De là viennent que certaines personnes prévoient quelquefois leur mort avec une grande exactitude. Repère 412. Question. L'activité de l'esprit pendant le repos ou le sommeil du corps peut-elle faire éprouver de la fatigue à ce dernier? Réponse. Oui, car l'esprit tient au corps, comme le ballon captif tient au poteau. Or, de même que les secousses du ballon ébranlent le poteau, l'activité de l'esprit réagit sur le corps et peut lui faire éprouver de la fatigue. Titre. Visite spirit entre personnes vivantes. Repère 413. Question. Du principe de l'émancipation de l'âme pendant le sommeil, il semble résulter que nous avons une double existence simultanée. Celle du corps qui nous donne la vie de relations extérieures et celle de l'âme qui nous donne la vie de la relation occulte. Cela est inexact. Réponse. Dans l'état d'émancipation, la vie du corps cède à la vie de l'âme, mais ce ne sont pas, à proprement parler, deux existences. Ce sont plutôt deux phases de la même existence, car l'homme ne vit pas doublement. Repère 414. Question. Deux personnes qui se connaissent peuvent-elles se visiter pendant le sommeil? Réponse. Oui, et beaucoup d'autres qui croient ne pas se connaître se réunissent et se parlent. Tu peux avoir, sans t'en douter, des amis dans un autre pays. Le fait d'aller voir, pendant le sommeil, des amis, des parents, des connaissances,
des gens qui peuvent vous être utiles, est tellement fréquent que vous l'accomplissez vous-même presque toutes les nuits. Repère 415. Question. Quelle peut être l'utilité de ces visites nocturnes puisqu'on ne s'en souvient pas? Réponse. Il en reste ordinairement une intuition au réveil, et c'est souvent l'origine de certaines idées qui viennent spontanément sans qu'on se les explique, et qui ne sont autres que celles que l'on a puisées dans ces entretiens. Repère 416. Question. L'homme peut-il provoquer les visites spirites par sa volonté? Peut-il, par exemple, dire en s'endormant « Cette nuit, je veux me rencontrer en esprit avec telle personne, lui parler et lui dire telle chose ?» Réponse. Voici ce qui se passe. L'homme s'endort, son esprit se réveille, et ce que l'homme avait résolu, l'esprit est souvent bien loin de le suivre, car la vie de l'homme intéresse peu l'esprit quand il est dégagé de la matière. Ceci est pour les hommes déjà assez élevé. Les autres passent tout autrement leur existence spirituelle. Ils s'adonnent à leur passion ou restent dans l'inactivité. Il peut donc se faire que, selon le motif qu'on se propose, l'esprit aille visiter les personnes qu'il désire. Mais de ce qu'il en a la volonté, étant éveillé, ce n'est pas une raison pour qu'il le fasse. Repère 417. Question. Un certain nombre d'esprits incarnés peuvent-ils se réunir ainsi et former des assemblées? Réponse. Sans aucun doute, les liens de l'amitié, anciens ou nouveaux, réunissent souvent ainsi divers esprits heureux de se trouver ensemble. Commentaire. Par le mot ancien, il faut entendre les liens d'amitié que l'on avait contractés dans d'autres existences antérieures. Nous rapportons au réveil une intuition des idées que nous avons puisées dans ces entretiens occultes, mais dont nous ignorons la source. Repère 418. Question. Une personne qui croirait un de ses amis mort tandis qu'il ne le saurait pas, pourrait-elle se rencontrer avec lui en esprit et savoir ainsi qu'il est vivant? Pourrait-elle, dans ce cas, en avoir l'intuition au réveil? Réponse. Comme esprit, elle peut certainement le voir et connaître son sort. S'il ne lui est pas imposé comme épreuve de croire à la mort de son ami, elle aura un pressentiment de son existence, comme elle pourra avoir celui de sa mort. Léon Denis, Le problème de l'être et de la destinée. Chapitre 5. L'âme et les différents états du sommeil. L'étude du sommeil nous fournit sur la nature de la personnalité des indications d'une grande importance. En général, on n'approfondit pas assez le mystère du sommeil. L'examen attentif de ce phénomène, l'étude de l'âme et de sa forme fluidique pendant cette partie de l'existence que nous consacrons au repos, nous conduiront à une compréhension plus étendue des conditions de l'être dans la vie de l'au-delà. Le sommeil possède non seulement des propriétés réparatrices que la science n'a pas assez mises en relief, mais encore un pouvoir de coordination et de centralisation sur l'organisme matériel. Il peut, en outre, nous venons de le voir, provoquer une extension considérable des perceptions psychiques, une plus grande intensité du raisonnement et de la mémoire. Qu'est-ce donc que le sommeil? C'est simplement la sortie, le dégagement de l'âme hors du corps. On a dit « le sommeil est frère de la mort ». Ces mots expriment une vérité profonde. Séquestrée dans la chair à l'état de veille, l'âme recouvre dans le sommeil sa liberté relative temporaire, en même temps que l'usage de ses pouvoirs cachés. La mort sera sa libération complète, définitive. Déjà dans les rêves et les songes, nous voyons entrer en action les sens de l'âme, ses sens psychiques, dont ceux du corps sont la manifestation extérieure et amoindrie. À mesure que les perceptions du dehors s'affaiblissent et se voilent, quand l'œil est fermé et l'ouïe suspendue, d'autres moyens plus puissants s'éveillent dans les profondeurs de l'être. Nous voyons, nous entendons à l'aide des sens internes. Des images, des formes, des scènes éloignées se succèdent et se déroulent. Des entretiens s'établissent avec des personnages vivants ou décédés. Cette action, souvent incohérente et confuse dans le sommeil naturel,
se précise et s'accroît avec le dégagement de l'âme dans le sommeil provoqué, dans la transe somnambulique et l'extase. Parfois, l'âme s'éloigne pendant le repos du corps, et ce sont les impressions de ses voyages, les résultats de ses recherches, de ses observations qui se traduisent par le rêve. Dans cet état, un lien fluidique l'unit encore à l'organisme matériel et, par ce lien subtil, sorte de fil conducteur, les impressions et les volontés de l'âme peuvent se transmettre au cerveau. C'est par le même procédé que, dans les autres formes du sommeil, l'âme commande à son enveloppe terrestre, la contrôle, la dirige. Cette direction, dans l'état de veille, pendant l'incorporation, s'exerçait du dedans au dehors. Elle s'effectuera en sens inverse dans les différents états de dégagement. L'âme émancipée continuera à influencer le corps à l'aide de ce lien fluidique qui ne cesse de les relier l'un à l'autre. Dès lors, dans sa puissance psychique reconstituée, l'âme exercera sur son organisme charnel une direction plus efficace et plus sûre. La marche des somnambules dans la nuit, en des endroits périlleux, avec une entière sécurité, est une démonstration évidente de ce fait. Il en est de même de l'action thérapeutique provoquée par la suggestion. Celle-ci est efficace surtout en ce sens qu'elle facilite le dégagement de l'âme et lui rend son pouvoir absolu de contrôle, la liberté nécessaire pour diriger la force vitale accumulée dans le péristrie et, par ce moyen, réparer les pertes subies par le corps physique. Entre parenthèses, l'esprit extériorisé peut tirer de l'organisme plus de force vitale que n'en peut obtenir l'homme normal, l'homme incarné. Des expériences ont démontré qu'un dynamomètre peut être serré plus fortement par l'esprit à travers l'organisme que par l'esprit incarné. Fin de parenthèse. Nous avons constaté ce fait dans les cas de double personnalité. La personnalité seconde, plus complète, plus entière que la personnalité normale, se substitue à elle dans un but curatif au moyen de suggestions extérieures, acceptée et transformée en autosuggestion par l'esprit du sujet. En effet, celui-ci n'abandonne jamais ses droits et ses pouvoirs de contrôle. Ainsi que l'a dit Meyers, ce n'est pas l'ordre de l'hypnotiseur, mais plutôt la faculté du sujet qui forme le nœud de la question. Le savant professeur de Cambridge dit encore « Le but ultime de tous les procédés hypnogènes, c'est d'énergiser la vie, c'est d'atteindre plus rapidement et plus complètement des résultats que la vie abandonnée à elle-même ne réalise que lentement et d'une façon incomplète. En d'autres termes, l'hypnotisme est la mise en question, à un degré plus intense, des énergies réparatrices qui entrent en jeu dans le sommeil naturel. La suggestion thérapeutique est l'art de libérer l'esprit du corps, de lui ouvrir une issue par le sommeil et de lui permettre d'exercer, dans leur plénitude, ses pouvoirs sur le corps malade. Les personnes suggestibles sont celles dont les âmes paresseuses ou peu évoluées sont inhabiles à se dégager d'elles-mêmes et à agir utilement dans le sommeil ordinaire pour réparer les pertes de l'organisme. La suggestion, en principe, n'est donc qu'une pensée, un acte de volonté, différent seulement de la volonté ordinaire par sa concentration et son intensité. En général, nos pensées sont multiples et flottantes. Elles naissent et passent, ou bien, quand elles coexistent en nous, elles se heurtent et se confondent. Dans la suggestion, la pensée, la volonté se fixe sur un point unique. Elles gagnent en puissance ce qu'elles perdent en étendue. Par leur action, devenue plus pénétrante, plus incisive, elles provoquent chez le sujet le réveil des facultés inutilisées dans l'état normal. La suggestion devient alors une sorte d'impulsion, de levier qui mobilise la force vitale et la dirige vers le point où elle doit opérer. La suggestion peut s'exercer aussi bien dans l'ordre physique, par une influence directe sur le système nerveux, que dans l'ordre moral, sur le moi central et la conscience du sujet. Bien employée, elle constitue un moyen très appréciable d'éducation, en détruisant les tendances mauvaises et les habitudes pernicieuses.
son action sur le caractère produit alors les plus heureux résultats. Entre parenthèses, en résumé, voici les fruits que peut et doit procurer la suggestion hypnotique, et en vue desquels elle doit être appliquée. Concentration de la pensée et de la volonté, accroissement d'énergie et de vitalité, fixation de l'attention sur les choses essentiellement utiles, élargissement du champ et de la mémoire, manifestation des sens nouveaux au moyen d'impulsions internes ou externes. Fin de la parenthèse. Revenons au sommeil ordinaire et aux rêves. Tant que le dégagement de l'âme est incomplet, les sensations, les préoccupations de la veille, les souvenirs du passé se mêlent aux impressions de la nuit. Les perceptions enregistrées par le cerveau se déroulent automatiquement, dans un désordre apparent, lorsque l'attention de l'âme est distraite du corps et ne règle plus les vibrations cérébrales. De là l'incohérence de la plupart des rêves. Mais à mesure que l'âme se dégage et s'élève, l'action des sens psychiques devient prédominante et les rêves acquièrent une lucidité, une netteté remarquables. Des échappées de plus en plus larges, de vastes perspectives s'ouvrent sur le monde spirituel, véritable domaine de l'âme et lieu de sa destinée. Dans cet état, elle peut pénétrer les choses cachées et même les pensées et les sentiments d'autres esprits. Entre parenthèses, suivant les anciens, il existe deux catégories de rêves. Le rêve proprement dit, en grec onar, est d'origine physique. Le songe repart, d'origine psychique. On trouve cette distinction dans Homère qui représente la tradition populaire, aussi bien que dans Hippocrate, qui est le représentant de la tradition scientifique. Beaucoup d'occultistes modernes ont adopté des définitions analogues. D'après eux, en thèse générale, le rêve serait un songe produit mécaniquement par l'organisme. Le songe, un produit de la clairvoyance divinatoire, l'un illusoire, l'autre véridique, mais il est parfois très difficile d'établir une délimitation nette et tranchée entre ces deux classes de phénomènes. Le rêve ordinaire semble dû à la vibration cérébrale automatique qui continue à se produire dans le sommeil lorsque l'âme est absente. Ces rêves sont souvent absurdes, mais cette absurdité même est une preuve que l'âme est dégagée du corps physique et n'en règle plus les fonctions. On se souvient moins facilement du songe, parce qu'il n'impressionne pas le cerveau physique, mais seulement le corps psychique, véhicule de l'âme, qui est extériorisé dans le sommeil. Fin de la parenthèse. Il y a en nous une double vie, par laquelle nous appartenons à la fois à deux mondes, à deux plans d'existence. L'une est en rapport avec le temps et l'espace, tels que nous les concevons dans notre milieu planétaire par l'essence du corps. C'est la vie matérielle. L'autre, par l'essence profond et les facultés de l'âme, nous relie à l'univers spirituel et aux mondes infinis. Au cours de notre existence terrestre, c'est surtout dans l'état de sommeil que ces facultés peuvent s'exercer et les puissances de l'âme entrer en vibration. Celle-ci reprend alors le contact avec cet univers invisible qui est sa patrie et dont la chair la séparait. Elle se retrempe au sein des énergies éternelles pour recommencer au réveil sa tâche pénible et obscure. Pendant le sommeil, l'âme peut, suivant les nécessités du moment, ou bien s'appliquer à réparer les pertes vitales causées par le labeur quotidien et à régénérer l'organisme endormi, en lui infusant les forces empruntées au monde cosmique, ou bien, lorsque cette action réparatrice est accomplie, reprendre le cours de sa vie supérieure, planer sur la nature, exercer ses facultés de vision à distance et de pénétration des choses. Dans cet état d'activité indépendante, elle vit déjà par anticipation de la vie libre de l'esprit. Car cette vie, continuation naturelle de l'existence planétaire qui l'attend après la mort, elle la doit préparer, non seulement par ses œuvres terrestres, mais encore par ses occupations, à l'état de dégagement dans le sommeil. Et c'est grâce au reflet de la lumière d'en haut, s'étendant sur nos rêves et éclairant tout le côté occulte de la destinée, que nous pouvons entrevoir les conditions de l'être dans l'au-delà. S'il nous était possible d'embrasser d'un coup d'œil toute l'étendue de notre existence, nous reconnaîtrions que l'état de veille est loin d'en constituer la phase essentielle, l'élément le plus important.
Les âmes qui veillent sur nous profitent de notre sommeil pour nous exercer à la vie fluidique et au développement de nos sens d'intuition. Il s'accomplit alors tout un travail d'initiation pour les humains avides de s'élever, travail dont leurs rêves portent la trace. Ainsi, quand nous volons, quand nous glissons avec rapidité au-dessus du sol, c'est la sensation du corps fluidique s'essayant à la vie supérieure. Rêver que l'on monte sans fatigue, avec une facilité surprenante à travers l'espace, sans éprouver aucune contrainte, aucun effroi, ou bien que l'on plane au-dessus des eaux, traverser des murailles et d'autres obstacles matériels sans s'étonner d'accomplir des actes irréalisables pendant la veille, n'est-ce pas la preuve que nous sommes devenus fluidiques par le dégagement? De telles sensations, de telles images, comportant un renversement complet des lois physiques qui régissent la vie ordinaire, ne pourraient venir à notre esprit si elles n'étaient le résultat d'une transformation de notre mode d'existence. En réalité, il ne s'agit plus là de rêve, mais d'actions réelles, accomplies dans un autre domaine de la sensation, et dont le souvenir s'est glissé dans la mémoire cérébrale. Ces souvenirs et ces impressions nous le démontrent bien. Nous possédons deux corps, et l'âme, siège de la conscience, reste attachée à son enveloppe subtile, pendant que le corps matériel est couché, plongé dans l'inertie. Signalons toutefois une difficulté. Plus l'âme s'éloigne du corps et pénètre dans les régions éthérées, plus faible est le lien qui les unit, plus vague le souvenir au réveil. L'âme plane bien loin dans l'immensité, et le cerveau n'enregistre plus ses sensations. Il en résulte que nous ne pouvons analyser nos rêves les plus beaux. Quelquefois, la dernière des impressions ressenties au cours de ces pérégrinations nocturnes subsiste au réveil. Et si, à ce moment, on a la précaution de la fixer fortement dans la mémoire, elle peut y rester gravée. Une nuit, j'ai eu la sensation de vibrations perçues dans l'espace, les dernières d'une mélodie douce et pénétrante, et le souvenir des ultimes paroles d'un chant qui se terminait ainsi. « Il est des cieux innombrables ». Parfois l'on éprouve au réveil la vague impression de choses puissantes entrevues, sans aucun souvenir précis. Cette sorte d'intuition, résultant de perceptions enregistrées dans la conscience profonde, mais non pas dans la conscience cérébrale, persiste en nous pendant un certain temps et influence nos actes. D'autres fois, ces impressions se traduisent avec netteté dans le rêve. Voilà ce que dit Mayer à ce sujet. Le résultat permanent d'un rêve est souvent tel qu'il nous montre clairement que le rêve n'est pas l'effet d'une simple confusion avec des expériences éveillées de la vie passée, mais possède un pouvoir inexplicable qui lui est propre et qu'il tire, semblable en cela à la suggestion hypnotique, des profondeurs de notre existence que la vie éveillée est incapable d'atteindre. Deux groupes de cas de ce genre sont suffisamment manifestes pour pouvoir être reconnus facilement, celui notamment où le rêve a abouti à une transformation religieuse marquée, et celui où le rêve a été le point de départ d'une idée obsédante ou d'un accès de folie réelle. Ces phénomènes pourraient s'expliquer par la communication, dans le rêve, de la conscience supérieure à la conscience normale, ou par l'intervention de quelque intelligence élevée qui juge, désapprouve, condamne la conduite du rêveur et lui cause une impression de trouble, de crainte salutaire. L'obsession peut aussi s'exercer au moyen du rêve, au point d'amener une perturbation mentale au réveil. Elle aura pour auteur des esprits malfaisants, à qui nos agissements antérieurs et des dommages causés ont donné prise sur nous. Insistons encore sur cette propriété mystérieuse du sommeil, celle de nous mettre, en certains cas, en possession de couches plus étendues de la mémoire. La mémoire normale est précaire et restreinte. Elle n'embrasse que le cercle étroit de la vie présente, l'ensemble des faits dont la connaissance est indispensable en vue du rôle à remplir sur la terre et du but à atteindre. La mémoire profonde embrasse toute l'histoire de l'être, depuis son origine, ses étapes successives, ses modes d'existence, planétaires ou célestes, tout un passé, souvenirs et sensations oubliés, ignorés à l'état de veille, est gravé en nous. Ce passé ne se réveille que dans l'extériorisation, pendant le sommeil ordinaire ou provoqué.
il est une règle connue de tous les expérimentateurs, c'est que, dans les différents états du sommeil, à mesure qu'on s'éloigne de l'état de veille et de la mémoire normale, plus l'hypnose est profonde, plus l'expansion, la dilatation de la mémoire s'accentue. Mayer le constate en ces termes. Le degré d'intelligence qui se manifeste dans le sommeil varie selon les sujets et selon les époques. Mais toutes les fois que ce degré est suffisant pour autoriser un jugement, nous trouvons qu'il existe pendant le sommeil hypnotique une mémoire considérable, qui n'est pas nécessairement une mémoire complète ou raisonnée de l'état de veille, tandis que chez la plupart des sujets éveillés, à moins d'une injonction spéciale adressée au moi hypnotique, il n'existe aucun souvenir se rapportant à l'état de sommeil. Le sommeil ordinaire peut être considéré comme occupant une position intermédiaire entre la vie éveillée et le sommeil hypnotique profond. Et il paraît probable que la mémoire qui appartient au sommeil ordinaire se rattache d'un côté à celle qui appartient à la vie éveillée et de l'autre à celle qui existe dans le sommeil hypnotique. Et il en est réellement ainsi, les fragments de la mémoire du sommeil ordinaire étant intercalés entre les deux chaînes. Mayer, à l'appui de ses dires, cite plusieurs cas où des faits rétrospectifs oubliés et d'autres dont le dormeur n'a jamais eu connaissance se révèlent dans le rêve. Nous le verrons en traitant de la question des réincarnations. Les expériences dont parle Mayer ont été poussées beaucoup plus loin qu'il ne le prévoyait et les conséquences en sont immenses. Non seulement on a pu, par la suggestion hypnotique, reconstituer les moindres souvenirs de la vie actuelle, disparus de la mémoire normale des sujets, mais encore ressouder l'enchaînement brisé de leur vie passée. En même temps qu'une mémoire plus vaste et plus riche, nous voyons apparaître, dans le sommeil, des facultés de beaucoup supérieures à toutes celles dont nous jouissons à l'état de veille. Des problèmes vainement étudiés, abandonnés comme insolubles, sont résolus dans le rêve ou le somnambulisme. Des œuvres géniales, des opérations esthétiques de l'ordre le plus élevé, poèmes, symphonies, hymnes funèbres sont conçus et exécutés. Faut-il voir là une action exclusive du moi supérieur ou la collaboration d'entités spirituelles qui viennent inspirer nos travaux? Il est probable que ces deux facteurs interviennent dans les phénomènes de cet ordre. Mayer cite le cas d'Agassiz, découvrant dans le sommeil l'arrangement squelettique d'ossements disparates qu'il avait tenté, à plusieurs reprises et sans succès, d'ajuster pendant la veille. Nous rappellerons les cas de Voltaire, La Fontaine, Coleridge, S. Bach, Tartini, etc., composant des œuvres importantes dans des conditions analogues. Enfin, il importe de mentionner une forme de rêve dont l'explication a échappé jusqu'ici à la science. Ce sont les rêves prémonitoires, ensemble d'images et de visions se rapportant à des événements futurs et dont l'exactitude est vérifiée ultérieurement. Ils semblent indiquer que l'âme a le pouvoir de pénétrer l'avenir ou qu'il lui est dévoilé par des intelligences supérieures. Signalons le rêve de la duchesse d'Hamilton, qui vit, 15 jours à l'avance, la mort du comte de L, avec des détails d'ordre intime qui entourèrent cet événement. Un fait du même ordre a été publié par le Progressive Thinker de Chicago, 1er novembre 1913. Un magistrat de Hauser, M. Reed, fut tué net par suite de l'embardée d'une automobile où il avait pris place. Son fils, âgé de 10 ans, avait eu 2 fois de suite dans un rêve la vision de cette catastrophe dans tous ses détails. Malgré ses avertissements et les supplications de sa femme, M. Reed ne crut pas devoir renoncer à la promenade projetée où il trouva la mort dans des circonstances identiques à celles perçues dans le rêve de l'enfant. M. Henri de Parville, dans son feuilleton scientifique du Journal des débats, en mai 1904, rapporte un cas garanti par de sérieux témoignages. Une jeune femme, dont le mari a disparu sans laisser de traces, et qu'elle n'a pu découvrir malgré toutes ses recherches, fait un rêve. Un petit chien, qui vécut longtemps près d'elle, mais fut emmené par son mari, lui apparaît, aboie joyeusement et la couvre de caresses. Il s'installe près d'elle et ne la quitte pas des yeux. Puis, après un moment, se lève et gratte à la porte. Il a fait sa visite et doit s'en retourner. Elle lui ouvre et dans son rêve suit l'animal qui s'éloigne en courant. Elle court derrière lui et, après un certain temps, le voit entrer dans une maison dont le rez-de-chaussée est occupé par un café. La rue, la maison, le quartier se gravent dans la mémoire de la dormeuse,
qui en conserve le souvenir au réveil. Préoccupée sans cesse de ce rêve, elle en parle à 3 personnes de son entourage qui ont témoigné depuis de l'authenticité des faits. Elle se décide enfin à suivre la piste du chien et retrouve son mari dans la rue et la maison vue en songe. Nous trouvons encore exposé dans la revue de psychologie de la Suisse romande, 1905, page 379, le cas d'un jeune homme qui se voyait souvent, dans une hallucination otoscopique, précipité du haut d'un rocher et gisant, sanglant et meurtri, au fond d'un ravin. Cette totale prémonition se réalisa de point en point, le 10 juillet 1904, sur la montagne de Salève, près de Genève. À mesure que nous nous élevons dans l'ordre des phénomènes psychiques, ceux-ci s'accentuent, se précisent et nous apportent des preuves plus décisives de la dépendance et de la survivance de l'esprit. Les perceptions de l'âme dans le sommeil sont de 2 sortes. Nous constatons d'abord la vision à distance, la clairvoyance, la lucidité. Vient ensuite un ensemble de phénomènes désignés sous les noms de télépathie et télesthésie, sensation et sympathie à distance. Il comprend la réception et la transmission des pensées, des sensations, des impulsions motrices. À ces faits se rattachent les cas de dédoublement et d'apparition, désignés sous les noms de fantômes des vivants. Ces cas, la psychologie officielle a dû les constater en grand nombre sans les expliquer. Tous ces faits se relient entre eux et forment une chaîne continue. En principe, ils ne sont, au fond, qu'un seul et même phénomène, variant de forme et d'intensité, c'est-à-dire le dégagement graduel de l'âme. Ce dégagement, nous allons le suivre dans ses phases diverses, depuis l'éveil des sens psychiques et leur manifestation à tous les degrés, jusqu'à la projection à distance de l'esprit tout entier, âme et corps fluidique. Examinons d'abord les cas où la vision psychique s'exerce avec une acuité remarquable. Nous en avons cité quelques-uns dans nos ouvrages précédents. En voici un plus récent, publié par toute la presse londonienne. La disparition de Miss Holland, affaire criminelle qui a passionné l'Angleterre, a été expliquée par un rêve. La police recherchait inutilement la victime. L'accusé, Samuel Douglas, prétendait que celle-ci était partie pour une destination inconnue et il allait être relâché. Les journaux de Londres ayant publié des dessins représentant la ferme habitée par Miss Holland et le jardin y attenant, une jeune femme de chambre vit la gravure et s'écria « Voilà mon rêve !» et elle indiqua un endroit, au pied d'un arbre, en disant « Là, il y a un cadavre !» Le propos fut répété à la police et, devant les agents, la jeune fille confirma ses déclarations. Elle expliqua qu'elle avait vu ce jardin en rêve et dans le sol, à la place indiquée, un corps enseveli. La police fit creuser la terre à cet endroit et y découvrit le cadavre de Miss Holland. Il a été établi que la jeune femme de chambre n'avait jamais connu cette personne, ni mis les pieds dans ce jardin. M. C. Flammarion, dans son ouvrage « L'inconnu et les problèmes psychiques », mentionne toute une série de visions directes à distance, dans le sommeil, résultant d'une enquête faite en France sur les phénomènes de cet ordre. Voici un cas plus compliqué. Les Annales des sciences psychiques de Paris, septembre 1905, contiennent la relation détaillée et attestée par les autorités légales de Castel di Sangro, Italie, d'un rêve macabre, collectif et véridique. Le garde champêtre du baron Raphaël Corrado, la nuit du 3 mars dernier, vit en rêve son père mort depuis 10 ans. Celui-ci lui reprocha, ainsi qu'à ses frères et sœurs, de l'avoir oublié, et chose plus grave, de laisser ses pauvres ossements déterrés par les fossoyeurs, abandonnés sur la neige, derrière la tour du cimetière à la merci des loups. La sœur du garde fit exactement le même rêve, et son frère, fort impressionné, prit son fusil, et malgré la tourmente de neige qui sévissait, se rendit au cimetière, situé sur un mont dominant la ville. Là, derrière la tour, parmi les ronces et sur la neige qui gardait des traces des pattes de loup, il vit des ossements humains. Les annales donnent ensuite le récit détaillé de l'enquête et des recherches faites par le juge de paix. Elles établissent que les ossements étaient bien ceux du père du garde, exhumés par les fossoyeurs à l'expiration de la période légale. Ceux-ci allaient les transporter à l'ossuaire aux approches de la nuit, lorsque le froid et la neige les contraignirent à remettre leur besogne au lendemain.
Les documents relatifs à cette affaire, qui fait l'objet d'un procès, sont contresignés par le notaire, le juge de paix et le syndic de la localité. Ils ont été publiés par l'Eco del Sangro du 15 mars 1905. Le professeur Newbold de l'université de Pennsylvanie relate dans les Proceedings plusieurs exemples de rêves indiquant une grande activité de l'âme dans le sommeil et apportant des enseignements du monde invisible. Entre autres, nous signalerons celui du docteur Hilprecht, professeur d'assyrien à la même université, qui trouva dans le sommeil le sens d'une inscription antique, sens qui lui avait échappé jusque-là. Dans un rêve plus complexe, où intervient un prêtre des anciens temples de Nippur, il reçut de celui-ci l'explication d'une énigme embarrassante. Tous les détails de ce rêve furent reconnus exacts. Les indications du prêtre portaient sur des points d'archéologie inconnus de tout être vivant sur la terre. Remarquons que dans tous ces faits, le corps du percipient repose, ses organes physiques sont endormis, mais en lui, l'être psychique continue à veiller, à agir. Il voit, entend et communique, sans l'aide de la parole, avec d'autres êtres semblables à lui, c'est-à-dire avec d'autres âmes. Ce phénomène a un caractère général et se retrouve en chacun de nous. Dans le passage de la veille au sommeil, au moment même où nos moyens ordinaires de communication avec le monde extérieur sont suspendus, des issues nouvelles s'ouvrent en nous sur la nature, et par elles s'échappe un rayonnement plus intense de notre vision. Nous voyons déjà se révéler en cela une autre forme de vie, la vie psychique, qui va s'amplifier dans les autres phénomènes dont nous allons nous occuper, et nous prouver qu'il existe pour l'être humain un mode de perception et de manifestation bien différent de celui des sens matériels. Après les phénomènes de vision dans le sommeil naturel, voici un cas de clairvoyance dans le sommeil provoqué. Le docteur Maxwell, déjà cité précédemment, plonge Madame Agulana, sujet très sensible, dans le sommeil magnétique. Elle se dégage, s'extériorise, s'éloigne en esprit de sa demeure. M. Maxwell l'envoie observer, à une certaine distance, ce que fait un de ses amis, M.B. Il était 10h20 du soir. Nous laissons la parole à l'expérimentateur. Le médium, à notre grande surprise, nous dit qu'elle voyait M.B., à moitié vêtu, se promener pieds nus sur la pierre. Cela ne me parut avoir aucun sens. Cependant, j'eus l'occasion de voir mon ami le lendemain. Il se montra fort étonné de mon récit et me dit textuellement « Hier soir, je n'étais pas bien. Un de mes amis, M.S., qui habite chez moi, me conseilla d'essayer la méthode Kneip et me pressa avec tant d'insistance que, pour lui donner satisfaction, j'essayai pour la première fois hier soir de me promener nu-pieds sur la pierre froide. J'étais en effet à demi déshabillé quand j'ai fait cet essai. Il était 10h20 et je me suis promené quelque temps sur les premières marches de l'escalier qui est en pierre. Les cas de clairvoyance dans l'état somnambulique sont nombreux. On en trouve la relation dans tous les ouvrages et revues s'occupant spécialement de ces questions. La médecine française du 16 avril 1906 rapporte un fait de clairvoyance relatif aux mines de Courrières. Madame Berthe, la femme consultée, décrivit exactement la mine et subit les affres des survivants, dont elle annonça la mort ou la délivrance. Ajoutons 2 exemples récents. Monsieur Louis Cadiou, directeur de l'usine de la Grand Palu, près de Landerneau, Finistère, ayant disparu à la fin de décembre 1913, on ne pouvait, malgré des recherches minutieuses, retrouver ses traces. Des sondages effectués dans la rivière des Lornes n'avaient donné aucun résultat. Une voyante, habitant Nancy, Madame Camille Hoffmann, ayant été consultée, déclara, dans l'état de sommeil magnétique, que le cadavre serait retrouvé à la lisière d'un bois voisin de l'usine, caché sous une mince couche de terre. Le frère de la victime, d'après ses indications, découvrit le corps dans une situation identique à celle que la voyante avait décrite. Tous les journaux, entre autres le matin du 5 février 1914, ont relaté avec détail cette affaire Cadiou que toute la France a suivie avec un intérêt passionné. Quelques jours après, un phénomène analogue se produisit. Un jeune postier, du nom de Charles Chapland, s'étant noyé dans la Saône, près de Mâcon,
son frère eut recours à madame Camille Hoffmann pour retrouver son cadavre. Celle-ci assura qu'il serait rejeté par les eaux 60 jours après l'accident, près du barrage de Cormoranche, ce qui se réalisa de point en point. Dans l'invisible, Léon Denis, le spiritisme expérimental, les faits, chapitre 13, rêves prémonitoires, clairvoyance, pressentiment. Dans les pages qui précèdent, nous n'avons fait qu'effleurer la question des rêves. Ce sujet réclame d'autres explications. Les rêves, sous leurs formes si variées, n'ont qu'une seule cause, l'émancipation de l'âme. Celle-ci se dégage du corps charnel pendant le sommeil et se transporte sur un plan plus ou moins élevé de l'univers, où elle perçoit, à l'aide de ses sens propres, les êtres et les choses de ce plan. On peut répartir les rêves en 3 catégories principales. D'abord, le rêve ordinaire, purement cérébral, simple répercussion de nos dispositions physiques ou de nos préoccupations morales. C'est aussi le reflet des impressions et des images emmagasinées dans le cerveau pendant la veille. En l'absence de toute direction consciente, de tout contrôle de la volonté, elles se déroulent automatiquement ou se traduisent en scènes vagues, dépourvues de sens et de liaison, mais qui restent gravées dans la mémoire. La souffrance en général, certaines maladies en particulier, tout en facilitant le dégagement de l'esprit, accroissent encore l'incohérence et l'intensité des rêves. L'esprit, entravé dans son essor, ramené à chaque instant vers le corps, ne peut s'élever. De là, conflit entre la matière et le principe spirituel, qui s'influencent réciproquement. Les impressions et les images se heurtent et se confondent. Au premier degré de dégagement, l'esprit flotte dans l'atmosphère sans beaucoup s'éloigner du corps. Il plonge, pour ainsi dire, dans l'océan de pensées et d'images qui, de toutes parts, roulent dans l'espace. Il s'en imprègne et y recueille des impressions confuses, songes étranges, rêves inexplicables. Il s'y mêle parfois des réminiscences d'existences antérieures, d'autant plus vives que le dégagement est plus complet et permet aux couches profondes de la mémoire d'entrer en vibration. Ces rêves, d'une diversité infinie, suivant le degré d'émancipation de l'âme, affectent souvent le cerveau matériel, et c'est pourquoi nous en gardons le souvenir au réveil. Enfin, viennent les rêves profonds ou rêves éthérés. L'esprit échappe à la vie physique, se dégage de la matière, parcourt la surface de la terre et l'immensité. Il y recherche les êtres aimés, ses parents, ses amis, ses guides spirituels. Parfois, il va à la rencontre des âmes humaines, dégagées comme lui de la chair pendant le sommeil. Entre eux, un échange de pensées et de vues s'établit. De ces entretiens, il rapporte des impressions qui affectent rarement le cerveau physique par suite de son impuissance vibratoire. Elles laissent pourtant leur empreinte dans la conscience sous forme d'intuition, de pressentiment et influent plus qu'on ne croit sur la direction de notre vie en inspirant nos résolutions et nos actes. De là le proverbe « La nuit porte conseil ». Dans la revue Spirit de 1866, Allan Kardec parle du dégagement de l'esprit d'une jeune fille de Lyon pendant son sommeil et sa venue à Paris au milieu d'une réunion spirit où se trouvait sa mère. Le médium, à l'état de transe, se transporte à Lyon sur la prière d'une dame présente dans l'appartement de sa fille qu'elle décrit avec exactitude. La jeune fille est endormie, son esprit sous la conduite d'un guide spirituel se rapproche de sa mère, qu'elle voit et écoute. C'est pour elle, dit le guide au médium, un rêve dont elle ne conservera pas au réveil un souvenir précis, mais le pressentiment du bien qu'on peut retirer d'une croyance ferme et pure. Elle fait dire à sa mère que, si elle pouvait se souvenir aussi bien de ses incarnations précédentes, à l'état normal qu'elle s'en souvient maintenant, elle ne demeurerait pas longtemps dans l'état stationnaire où elle se trouve, car elle voit clairement et peut avancer sans hésitation, tandis qu'à l'état de veille, nous avons un bandeau sur les yeux. « Merci, dit-elle aux assistants, de vous être occupés de moi. » Puis, elle embrasse sa mère.
Le médium ajoute en terminant « Elle est heureuse de ce rêve, dont elle ne se souviendra pas, mais qui n'en laissera pas moins en elle une impression salutaire. » Quelquefois l'âme, lorsqu'elle est suffisamment épurée, guidée par les esprits angéliques, parvient dans son élan jusqu'aux sphères divines, jusqu'au monde où les causes se génèrent. De là, elle plane sur les temps et voit se dérouler le passé, l'avenir. Si elle rapporte dans l'enveloppe humaine un reflet des sensations recueillies, celles-ci pourront constituer ce qu'on appelle le rêve prophétique. Dans les cas importants, lorsque le cerveau vibre trop faiblement pour enregistrer les impressions puissantes ou subtiles perçues par l'esprit, et que celui-ci veut garder au réveil le souvenir des instructions reçues, il crée, par la volonté, des tableaux, des scènes figuratives, des images fluidiques, adaptées aux capacités vibratoires du cerveau matériel, et, par une action suggestive, les projette avec force sur cet organe. Au besoin, s'il est inhabile, il se fera aider par des esprits plus avancés, et le rêve revêtira dès lors une forme allégorique. Parmi les rêves de ce genre, il en est de célèbres, par exemple, le songe de Pharaon, interprété par Joseph. Voir la Genèse, chapitre 10, item 1, 38. Beaucoup de personnes ont des rêves allégoriques. Ils ne traduisent pas toujours les impressions recueillies directement par l'esprit du dormeur, mais le plus souvent des révélations provenant des âmes préposées à notre garde. Étant gravement malade et à peu près condamné, j'ai obtenu moi-même, sous un sens figuré, l'annonce de ma guérison. Dans mon rêve, je parcourais péniblement un chemin couvert de décombres. À mesure que j'avançais, les obstacles s'accumulaient sous mes pas. Soudain, un ruisseau, large et profond, se présente à ma vue. Je dois interrompre ma marche. Anxieux, je m'assieds sur le bord. Mais, de l'autre rive, une main invisible dirige vers moi une planche dont l'extrémité s'abat à mes pieds. Je n'ai qu'à l'assujettir et, par ce moyen, je puis franchir le cours d'eau. Au-delà, le chemin est libre d'obstacles et j'avance d'un pas plus ferme au milieu d'une riante campagne. Voici le sens de ce rêve. Ayant appris quelque temps après, par une femme plongée dans le sommeil magnétique, la cause de mon mal, cause assez vulgaire, qu'aucun médecin n'avait pu discerner, ainsi que les remèdes applicables, je recouvrais peu à peu la santé et pus reprendre le cours de mes travaux. On constate fréquemment dans les rêves des phénomènes de prémonition, c'est-à-dire la faculté pour certains sensitifs de percevoir dans le sommeil les choses futures. Les exemples historiques abondent. Plutarque, Vie de Jules César, fait mention du rêve prémonitoire de Calpurnia, femme de César. Elle vit, la nuit, le complot de Brutus et Cassius, le meurtre de César, et fit tout son possible pour empêcher celui-ci d'aller au Sénat. On peut voir dans Cicéron, de Divinatione, chapitre 1, item 27, le songe de Simonide, dans Valère Maxime, chapitre 7, item 1 et 8, le rêve prémonitoire d'Alterius Rufus, et chapitre 7, item 2, 4, celui du roi Crésus lui annonçant la mort de son fils Attis. Dans ses commentaires, Montluc rapporte qu'un rêve lui apprit, la veille de l'événement, la mort du roi Henri II, percé d'un coup de lance par Montgomery dans un tournoi. Sully, dans ses mémoires, chapitre 7, affirme qu'Henri IV avait le pressentiment qu'il serait assassiné dans un carrosse. Des faits plus récents, constatés en grand nombre, peuvent être cités à l'appui. Abraham Lincoln rêva qu'il se trouvait dans un calme de mort, seulement troublé par des sanglots. Il se leva, visita plusieurs salles et vit enfin, au milieu d'une pièce, un catafalque supportant un corps enveloppé de noir, gardé par des soldats et entouré d'une foule en larmes. « Qui donc est mort à la Maison-Blanche » demanda Lincoln. « Le président » répondit un soldat.
Il a été assassiné. À ce moment, une longue acclamation de la foule le réveilla. Peu de temps après, il mourut assassiné. Dans son livre « L'inconnu et les problèmes psychiques », Camille Flammarion mentionne 76 rêves prémonitoires, dont 2 de sa mère. La plupart portent en eux le caractère de l'authenticité la plus absolue. Un des plus remarquables est le cas de M. Bérard, ancien magistrat et député. Contraint par la fatigue, au cours d'une excursion, de coucher dans une misérable auberge au milieu des montagnes boisées, il vit en rêve tous les détails d'un assassinat qui devait être commis 3 années plus tard, dans la chambre qu'il occupait, et dont la victime fut M. Victor Arnault, avocat. C'est grâce au souvenir de ce rêve que M. Bérard fit découvrir les assassins. Ce fait est également rapporté par M. Goron, ancien chef de la sûreté, dans ses mémoires. On peut citer aussi le rêve de la femme des mineurs qui voit couper la corde de la benne servant à descendre les ouvriers dans les puits d'extraction. Le fait fut vérifié dès le lendemain et plusieurs mineurs durent la vie à ce songe. Une jeune fille de la Charité, Nièvre, vit en rêve le jeune homme, inconnu d'elle alors, qu'elle devait épouser par la suite. Grâce à ce rêve, elle devint Madame Émile de la Bédolière. Des conscrits voient en rêve les numéros qu'ils tireront le lendemain ou quelques jours après. Plusieurs personnes voient en songe des villes, des sites, des paysages qu'elles visiteront réellement plus tard. Monsieur Henri Auray, professeur de musique à Strasbourg, vit une nuit en rêve 5 cercueils sortir de sa maison. Peu après, une fuite de gaz se produisait dans cette demeure et 5 personnes furent asphyxiées. Aux rêves éthérés, on peut rattacher le phénomène de l'extase ou ravissement. Considéré par certains savants, peu compétents en matière de psychisme, comme un état morbide, l'extase est à vrai dire un des plus beaux privilèges de l'âme aimante et croyante qui, dans l'exaltation de sa foi, rassemble toutes ses énergies, se dégage momentanément des entraves charnelles et s'élance dans les régions où le beau se déploie en manifestation infinie. Dans l'extase, le corps devient insensible. L'âme, libérée de sa prison, a concentré toute sa puissance de vie, toute sa faculté de vision sur un seul point. Elle n'est plus de ce monde, mais participe déjà à la vie céleste. Le bonheur des extatiques, la joie qu'ils goûtent en contemplant les magnificences de l'au-delà, suffirait seul à nous démontrer l'étendue des jouissances que nous réservent les sphères spirituelles, si nos lourdes conceptions ne nous empêchaient pas trop souvent de les comprendre et de les pressentir. La croyance ou divination est cette faculté de l'âme de percevoir à l'état de veille les événements passés et à venir, aussi bien dans le domaine physique que dans le monde intellectuel. Ce don s'exerce à travers le temps et la distance, indépendamment de toute cause humaine d'information. La divination a été pratiquée dans tous les temps. Son rôle dans l'Antiquité était considérable, et quelle que soit la part qu'on doive faire à l'hallucination, à l'erreur, à la supercherie, il n'est plus possible, après les constatations récentes de la psychologie transcendantale, de rejeter en masse les faits de cet ordre, attribués aux prophètes, aux oracles et aux sibylles. Ces manifestations étranges reparaissent au Moyen-Âge. Jean Hus annonce sur son bûcher la venue de Luther. Jeanne d'Arc de Domrémy avait prédit la délivrance d'Orléans et le sacre de Charles VII. Elle annonce qu'elle sera blessée devant Orléans. Une lettre écrite par le chargé d'affaires de Brabant le 22 avril 1429, 15 jours avant l'événement, et conservée aux archives de Bruxelles, contient ce passage. Elle a prédit qu'elle sera blessée d'un trait pendant l'assaut, mais qu'elle ne mourra pas, que le roi sera sacré à Reims l'été prochain. Entre parenthèses, dictionnaire Larousse. Elle prophétise sa captivité et sa mort. Sur les fossés de Melun, ses voix l'avaient averti qu'elle serait livrée aux Anglais avant la Saint-Jean. Durant le procès, elle annonce, avant 7 ans, l'expulsion complète des Anglais. Puis,
dans toute cette vie merveilleuse, ce sont des prophéties d'un ordre plus secondaire. À Chinon, la mort d'un soldat qui la raillait et qui, le soir même, se noya dans la Vienne. À Orléans, la mort du capitaine Glasdal, la délivrance de Compiègne, avant la Saint-Martin d'hiver, etc. Les cas de clairvoyance sont nombreux à notre époque. Nous en citerons quelques-uns. Les Annales des sciences psychiques, 1896, rapportent que Lady A, ayant été victime d'un vol à Paris, put découvrir par une voyante l'auteur du délit qu'elle était loin de soupçonner avec tous les détails très compliqués de ce vol. Le coupable n'était autre que Marchandon, un de ses domestiques, qui, par ses bonnes manières, avait acquis l'entière confiance de sa maîtresse et devint plus tard l'assassin de Madame Corneille. Le pressentiment est l'intuition, généralement vague et confuse, mais parfois aussi très claire de ce qui doit arriver. Jean de Maistre a fait remarquer que l'homme est informé naturellement de toutes les vérités utiles. Des soldats, des officiers ont, le matin d'une bataille, le sentiment net de leur mort prochaine. Une enquête a établi qu'une religieuse de Saint-Vincent-de-Paul, la veille de l'incendie du bazar de la Charité, avait annoncé qu'elle y serait brûlée. Cette faculté se rencontre fréquemment en certains pays, par exemple, dans les hautes terres d'Écosse, en Bretagne, en Allemagne, en Italie. Mais, un peu partout autour de nous, nous pouvons recueillir des faits de pressentiment, appuyés sur des témoignages non équivoques. Ils sont si nombreux que nous croyons superflu d'assister. Citons seulement les 3 cas suivants. Le colonel Collet, dans le bulletin de la Société des études psychiques de Nancy, février 1902, rapporte que son beau-père, M. Vigneron, chasseur et pêcheur émérite, sortait presque chaque jour pour se livrer à ses plaisirs favoris, sans que sa femme en conçût aucune inquiétude. Un jour, cependant, elle voulut l'empêcher d'aller à la pêche, ayant le pressentiment qu'il se noierait. Mais le mari n'en tint pas compte, et le soir en rentrant, il la plaisanta sur la puérilité de ses craintes. Le docteur Max Simon, dans Le Monde des rêves, rappelle un fait de même nature. Un jeune docteur allemand, venant de rendre visite à ses parents, rencontra 2 officiers et convint avec eux de prendre la poste. Au moment de monter en voiture, il fut arrêté par une influence inconnue. Malgré les instances des officiers, il ne put se décider à partir. À peine étaient-ils en route que l'influence se dissipa. Le jeune docteur saisit donc la première occasion pour continuer son voyage. En arrivant sur les bords de l'herbe, il aperçut un rassemblement. Les 2 officiers avaient été noyés dans le fleuve où la voiture était tombée. Enfin, on peut lire, dans les Annales des sciences psychiques d'août 1905, le récit d'un cas publié par le Messaggero de Rome. Un certain Marino Tonelli, âgé de 127 ans, habitant Rancidello, République de Saint-Marin, rentrait chez lui dans sa voiture le soir du 13 juin. Il s'était assoupi et se trouvait à un endroit dangereux de la route connu sous le nom de Coste di Borgo, lorsque tout à coup une forte secousse le réveilla. Il se trouva étendu dans un champ, au fond d'un petit ravin, où il venait de rouler avec son cheval et sa voiture. Monsieur Tonelli, non blessé, avait commencé, avec l'aide de plusieurs personnes accourues, à procéder au sauvetage de l'équipage lorsqu'il vit, à son grand étonnement, apparaître sa mère. Cette pauvre femme, pleurant d'émotion, l'embrasse et lui demande s'il ne s'est fait aucun mal. Elle ajoute « Je t'ai vu, sais-tu ? Je ne parvenais pas à m'endormir. Ta femme et les 2 petites dormaient depuis longtemps déjà. Mais moi j'éprouvais une agitation, un malaise extraordinaire, nouveau, que je ne parvenais pas à m'expliquer. Tout à coup, je vis apparaître devant moi ce chemin, exactement cet endroit, avec le ravin à côté. Je vis la voiture se renverser et toi, précipité dans ce champ. Tu m'appelais à ton secours. Enfin, j'éprouvais le besoin irrésistible de venir ici, et sans réveiller personne, me raidissant contre la peur de la solitude,
de l'obscurité et du temps orageux, me voici, après avoir fait 4 kilomètres. Le correspondant du Messaggero termine en disant « Tel est le fait, tel est le récit exact que j'ai recueilli des lèvres encore tremblantes par l'émotion de ces braves gens. » D'après une enquête faite par M. Francisci, l'inquiétude de la mère précéda de quelques heures la vision de l'accident, et celui-ci eut lieu 3/4 d'heure après la vision, c'est-à-dire le temps nécessaire pour parcourir à pied la distance qui sépare la maison des Tonelli du lieu de l'accident. La prémonition et les pressentiments sont difficiles à analyser au point de vue scientifique. Ils ne sont explicables qu'en certains cas, lorsque l'événement pressenti a des précédents, subjectifs ou objectifs. Mais dans la plupart des cas, rien, dans les faits annoncés, ne se prête à l'idée de succession ou d'enchaînement. D'où vient le pouvoir de certaines âmes de lire dans l'avenir? Question obscure et profonde, qui donne le vertige comme l'abîme, et qu'on ne pose pas sans trouble, car instinctivement, nous la sentons presque insoluble pour notre faible science. Comme chaque monde roulant dans l'espace commun, à travers la nuit, avec la grande famille des astres par les lois du magnétisme universel, de même l'âme humaine, étincelle émanée du foyer divin, peut communier avec la grande âme éternelle et en recevoir des instructions, des inspirations, des illuminations soudaines. De cette explication les sceptiques peuvent sourire. Mais n'est-ce pas de notre élévation vers Dieu que découlent les forces vives, les secours spirituels, tout ce qui nous fait plus grands et meilleurs? Chacun de nous a, dans les profondeurs de son être, comme une issue ouverte sur l'infini. Dans l'état de dégagement psychique, rêve, extase, transe, le cercle de nos perceptions peut s'élargir dans des proportions incalculables. Nous entrons en rapport avec l'immense hiérarchie des âmes et des puissances célestes. De degré en degré, l'esprit peut remonter jusqu'à la cause des causes, jusqu'à l'intelligence divine, pour qui le passé, le présent, le futur se confondent en un tout, et qui, de l'ensemble des faits connus, sait déduire toutes les conséquences.